Bonjour, on est en direct des 30e journées nationales de l'AMCAR. J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Christine Malhergue, qui est une cardiologue à Paris, ancienne présidente de la Société française d'échocardiographie. Aujourd'hui, on va parler un peu de la cardiopathie hypertrophique, qui est un domaine qui est très intéressant et très vaste. Alors, pour nous cardiologues, comment faire le diagnostic de la cardiopathie hypertrophique, surtout sarcomérique, au cabinet? Bonjour Sarah, bonjour à tous. Merci de vos invitations. Alors la cardiomyopathie hypertrophique, il faut déjà être sûr que c'est une hypertrophie. C'est-à-dire qu'on part du muscle cardiaque qui est épais. Et les seuils sont importants. C'est-à-dire que c'est plus de 15 mm, quelle que soit la paroi, ce n'est pas uniquement le septum. En ce qui concerne les enquêtes qu'on va faire chez quelqu'un qui n'a pas d'antécédents familiaux de CMH, seuil qui est ramené à 13 mm pour les apparentés. Donc on est devant une hypertrophie et d'emblée il faut exclure les causes d'erreur de mesure, bien évidemment, et puis être sûr qu'il n'y a pas une autre cause à cette hypertrophie qui en fait une hypertrophie secondaire, à une hypertension artérielle par exemple, ou à toute gêne à l'éjection du ventricule gauche, ou à des maladies de surcharge. Donc à partir de cette chose-là, on a affirmé l'hypertrophie supérieure à 15 ou 13 chez les apparentés. Il faut trouver d'autres signes associés et pas simplement l'imagerie, l'interrogatoire, est-ce qu'il y a des antécédents de mort subite ou de mort inexpliquée dans la famille. Regarder l'électrocardiogramme qui est très très important, qui est rarement normal dans la CMH qui s'exprime et parfois même qui est la première manifestation chez les sujets jeunes qui vont avoir un électro anormal alors qu'il n'y a pas d'hypertrophie. Encore, phénotype est négatif et ils sont génotypes positifs. D'où un conseil de ne pas rassurer à tort les familles chez lesquelles vous allez faire des enquêtes en disant « Oh, il n'y a pas d'hypertrophie, donc il n'est pas atteint par la maladie ». La maladie, elle peut être très tardive, et on le sait bien. Les patients sont souvent au-delà de 30 ans, ils vont exprimer la maladie. Donc ça, c'est fondamental. L'électro, l'interrogatoire, l'examen clinique, l'aspect de l'hypertrophie, est-ce qu'on est sûr que c'est une hypertrophie? Les critères, quels sont les critères C'est supérieur à 15. Échocardiographiques. Et après, on va attaquer l'écho. L'écho, l'hypertrophie, c'est un élément non seulement diagnostique, 15 mm ou 13 mm pour les apparentés, mais c'est un facteur pronostique. Le fait d'avoir une hypertrophie sévère supérieure à 30 mm, eh bien, c'est un facteur de risque qui va rentrer en ligne de cause dans la prévention de ce qu'on craint, c'est-à-dire la mort subite du sujet jeune, et les autorisations Underscore, etc. Donc cette mesure de 30 mm, c'est vraiment un seuil qu'il faut déterminer. Et quand on n'y arrive pas en écho parce que la paroi est mal définie, ce qui nous arrive à tous, eh bien il faut faire une IRM, bien évidemment, pour affirmer. Et puis il y a d'autres signes associés qui vont nous orienter vers ça, les anomalies mitrales, les piliers anormaux, antéposition du pilier antérieur qui va projeter l'appareil mitral vers le septum, les anomalies des feuillets, des tendons aberrants qui vont s'installer soit sur l'arbitrage, soit sur le septum, et qui sont par eux-mêmes les causes de l'obstruction. Deuxième élément fondamental, troisième, l'épaisseur des anomalies mitrales, l'obstruction. C'est là aussi un éventail extraordinaire sur le plan des manifestations. Il y a des formes très hypertrophiques qui ne sont pas obstructives, et dont le risque fondamental va être des troubles rythmiques et peut-être l'insuffisance cardiaque à terme. Et puis des formes qui sont peu hypertrophiques mais très obstructives parce qu'il y a un élément supplémentaire qui sont les anomalies mitrales. Donc rechercher ce gradient, c'est extrêmement important en sachant qu'il peut être très variable d'un moment à l'autre. Et donc vous pouvez avoir un malade qui aura un gradient constant. Et puis des patients qui sont symptomatiques, vous les voyez, il n'y a pas de gradient. Et il va falloir faire des manœuvres de provocation. La plus simple, c'est le valsalva. Avec un valsalva, on peut souvent attraper la gêne à l'éjection. L'écho d'effort. Et l'écho d'effort qui est tout à fait fondamental parce que pair effort, pas post-effort, pair effort pour voir quand apparaît ce strain, est-ce que ce gradient, qui devient pathologique au-dessus de 50 mm de mercure et qui est un facteur pronostique essentiel comme le degré d'hypertrophie. Vous avez le gradient et troisième élément, l'oreillette gauche dilatée. Alors dans ces recommandations qui datent de 2014, on a mis l'oreillette gauche en millimètres. Alors qu'on vous recommande tout le temps de faire dans le volume ou moins des surfaces. Mais c'est ce qu'on avait pour faire des bases de données et de voir que c'est un élément pronostique très sévère. C'est 3 éléments échographiques que vous, en ville, en dehors du contexte interrogatoire, etc., vous devez recueillir.
l'hypertrophie, le degré d'hypertrophie, la présence ou pas d'une obstruction et la taille de main. Au moins, c'est ça. Oui, et voilà. Et concernant le pronostic pour la stratification du risque chez ces patients, quels sont les différents critères qu'on doit Alors, le risque de la maladie, c'est bien sûr les troubles du rythme ventriculaire graves, et on est tous obsédés par ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des malades qui peuvent vivre très très longtemps sans avoir de troubles rythmiques, mais ils vont évoluer vers probablement peut-être de la fibrillation atriale ou de l'insuffisance cardiaque. Donc, en ce qui concerne stricto sensu les pronostics de la maladie rythmique, eh bien, vous avez les scores de risque qui sont déjà assez anciens, qui datent de 2014, où vous avez les 3 éléments dont je vous ai parlé, avec l'histoire familiale, les tachycardies ventriculaires non soutenues, etc. Et puis, vous avez aussi le rehaussement tardif en hiver, qui n'était pas incorporé dans le score de 2014, mais qui réapparaît dans les nouvelles recommandations nord-américaines. Et c'est vraiment la pierre angulaire quand on est dans les eaux grises, c'est-à-dire il n'y a pas trop de facteurs de risque. Quand il y en a beaucoup, le problème est résolu. Mais quand on est intermédiaire, avec des corps de cerise entre 4 et 6, l'IRM va faire la différence. C'est-à-dire que le taux de fibrose qui existe en IRM va être un élément surajouté qui va nous pousser à mettre un défibrillateur. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Partagez. Merci. Partagez. Merci. Au revoir.